Bonjour, bienvenue à ce cours sur l'identification des systèmes dynamiques. Alors, pendant ce cours, qui est un cours très rapide et très de base sur l'identification, je vais vous montrer les bases de l'identification des systèmes. Et le but, ce n'est pas d'avoir des compétences, des connaissances très détaillées du domaine, mais plutôt de vous fournir un minimum de background pour pouvoir être capable à utiliser les méthodes d'identification dans la pratique, surtout sur MATLAB. Identification d'un modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de retrouver un modèle à partir des données expérimentales. Du coup, si vous représentez un modèle dynamique selon le schéma bloc ici, imaginez de connaître une expérience pour laquelle vous avez un certain signal U enregistré dans un ordinateur avec la sortie Y qui va avec. Et du coup, identifier le système H veut dire retrouver H à partir de ces données-là, sans forcément connaître ce qui se passe dans le procédé, dans le modèle, dans le système réel, disons. Du coup, c'est une approche différente par rapport à celle que vous êtes habitué à utiliser, qui est plutôt basée sur la connaissance de la physique, sur les équations, disons, en général. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire identifier, trouver un modèle? On a dit, qu'est-ce que c'est un modèle? Normalement, un modèle dynamique, c'est en fait, on peut dire, une loi causale entre signaux de sortie et signaux d'entrée. Et typiquement écrite sous forme d'équations différentielles, ce qu'on a vu jusqu'à ce moment-là. En fait, les équations différentielles sont bien, il agissent sur des systèmes à temps continu, mais dans le cadre de l'identification, on est obligé aussi à considérer des équations aux différences. Typiquement des équations où, au lieu de la dérivée, vous avez des signaux à temps discret, des signaux échantillonnés, et vous pouvez déterminer, grâce à l'équation dynamique, la valeur à l'instant k plus 1 de la sortie à partir de toutes les valeurs à l'instant k. Ça, c'est une équation aux différences que probablement vous avez déjà vu dans votre carrière d'étudiant. Du coup, on peut exprimer les modèles sur différentes formes. L'idée d'identification, trouver un modèle, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce que c'est un modèle. Du coup, équation différentielle ou équation de différence. Et les équations différentielles peuvent devenir des fonctions de transfert, comme vous voyez là, des fonctions de transfert à temps continu, exprimées avec le paramètre de la place, disons, la S, ou sinon un espace d'état sur cette forme-là. Si on passe aux signaux échantillonnés, aux signaux au temps discret, les équations aux différences peuvent aussi devenir des fonctions de transfert. Par contre, elles ne seront pas des fonctions de transfert dans la variable S, mais seront des fonctions de transfert dans une variable équivalente qu'on appelle Z, qui vient de l'équivalent à temps discret de la transformée de la place, qui s'appelle transformée en Z, dont on va parler à tout à l'heure. Je vais vous introduire cette transformée à Z parce qu'on a besoin pour comprendre ce qu'on fait, mais on n'a pas le temps de faire beaucoup, du coup on ne va pas aller trop dans les détails, mais disons le message à retenir c'est que c'est l'équivalent de la transformée de la place pour les signaux à temps discret, pour les signaux échantillonnés. Sinon, vous avez aussi comme dernière possibilité, encore pour les signaux échantillonnés, les équations aux différences écrites de manière explicite sous forme d'espace d'état. Vous voyez, l'équation aux différences est assez visible ici, comme vous avez la valeur de x au temps k plus 1 déterminée en fonction du temps k de l'instant précédent, où k est un entier par rapport à t qui est une variable continue. Revenons donc à l'identification et modélisation, ce que ça veut dire. Il y a trois approches possibles. L'approche dite boîte blanche, c'est-à-dire écrire les équations à partir de la physique, qu'on suppose être connues. Sinon, il y a l'approche boîte noire, qui est celui qu'on va explorer dans ce cours-là. C'est-à-dire, on fait l'hypothèse de ne pas connaître le phénomène physique à l'intérieur de notre procédé, de notre phénomène d'intérêt. Et ce qu'on peut faire, on peut faire des expériences pour trouver un modèle de ce système, de ce procédé. Et c'est ça qu'on appelle en fait identifier un modèle à partir des données. Il y a aussi l'approche boîte grise qui est, comment dire, un mélange entre les deux.
on mélange une partie des connaissances a priori, des connaissances de la physique du système, avec la possibilité d'intégrer des connaissances provenant de l'expérimentation. En tout cas, le mot identifier, la phrase identifier un modèle se réfère à la pratique de retrouver le modèle, d'écrire, de déterminer un modèle à partir de données expérimentales. Et du coup, elle se réfère surtout à l'approche boîte noire. Alors, on a parlé des systèmes échantillonnés et des signaux échantillonnés. Du coup, je vais vite introduire la transformée en Z, les signaux échantillonnés et les fonctions de transfert à temps discret. Ce n'est pas ce que je vais montrer, ce n'est pas quelque chose de très détaillé, de très précis, mais je répète, c'est juste pour avoir une idée de ce que c'est afin de pouvoir l'utiliser dans la pratique ensuite. Alors, rappelons-nous qu'est-ce que c'est un signal échantillonné. D'abord, pourquoi on a besoin des signaux échantillonnés quand on parle d'identification? Identification veut dire trouver un modèle à partir des données. Du coup, il faut avoir les données enregistrées quelque part. Il faut avoir enregistré les signaux quelque part dans la mémoire d'un ordinateur. Et typiquement, on n'est pas capable d'enregistrer un signal à temps continu. Parce que, regardez ce signal-là, par exemple, si le temps est une variable continue, une variable réelle, ça veut dire que pour chaque instant de temps, et vous en avez une infinité même dans un intervalle petit, vous devez garder des valeurs dans la mémoire. Du coup, un nombre infini de valeurs à sauvegarder dans la mémoire, c'est qui est impossible. C'est pour ça qu'on est obligé à choisir qu'un nombre discret d'instants de temps où on va garder la valeur du signal. C'est ça l'échantillonnage. Par exemple, on prend un temps d'échantillonnage égal à 1 seconde, dans l'exemple ici, et vous ne gardez que les petites étoiles rouges. Vous pouvez bien sûr faire quelque chose de plus précis et réduire le temps d'échantillonnage, par exemple prendre un demi-seconde, et comme ça vous aurez le double des signaux sauvegardés pour les mêmes signaux. Du coup, vous passez d'un signal x de t, t continue, t appartient à r, à un signal x de k, où k est un entier, k en z. Et on peut retrouver le temps originaire avec cette expression-là. C'est clair qu'au moment que vous sauvegardez que le signal échantillonné, on perd l'information de tout ce qui se trouve entre chaque échantillon du signal. Du coup, ça, c'est ce qu'on appelle la conversion continue vers discret. On peut devoir faire l'inverse aussi, mais du fait qu'on ne connaît pas ce qui se passe entre chaque échantillon, la seule chose qu'on peut faire est d'employer ce qu'on appelle un bloqueur d'ordre 0, c'est-à-dire on imagine que le signal reste constant pendant toute la durée de l'intervalle d'échantillonnage, comme ça. Pour ce qui concerne la transformée en Z, alors je répète encore, la transformée en Z est la version à temps discret, la version, disons, pour les signaux échantillonnés de la transformée de Laplace. Sa définition, vous l'avez là. Ce n'est pas important à rappeler. Ce qui est important à rappeler, c'est plutôt les propriétés de la transformée en Z et le fait que la transformée en Z, en fait, nous permet d'écrire des fonctions de transfert à temps discret et d'écrire de manière simple des équations aux différences finies. Et de manière simple, de manière compacte aussi, pas forcément plus simple. En tout cas, les équations aux différences sont déjà simples. On va voir un exemple tout à l'heure. Propriétés intéressantes de la transformée en Z sont plus ou moins les mêmes que pour la transformée de Laplace, comme par exemple la linéarité. Mais surtout, celle qui nous intéresse le plus, c'est celle du décalage temporel, qui est l'équivalente de la propriété des dérivés de la transformée de Laplace. Si vous avez la transformée en Z, un signal décalé dans le temps, c'est-à-dire au lieu d'avoir x de k, vous avez x de k plus n, où n est un entier évidemment, c'est ça le décalage temporel. La transformée en Z de tout ça est équivalent à la transformée en Z de x de k multiplié par z à la puissance de n. Du coup, vous voyez là le décalage temporel, le nombre d'échantillons de décalage remplace un peu le nombre de dérivés par rapport à la transformée de Laplace. C'est pour ça en fait que si on transforme l'équation en différence avec la transformée en Z, toutes les différences, disons, les décalages temporels
vont disparaître, ils vont se retrouver comme des multiplications par z à n, et du coup, on peut factoriser tous les signaux et créer une fonction de transfert. De la même manière qu'on peut faire ça dans le cas des systèmes avec des équations ordinaires, différentielles ordinaires, parce qu'on fait disparaître les équations, les dérivés en fait. On va voir un exemple à tout à l'heure. Du coup, dans le cadre de l'identification, on a dit que l'identification est quelque chose qu'on fait typiquement sur des signaux à temps discret, pour la raison qu'on ne peut pas sauvegarder des signaux à temps continu dans la mémoire d'un ordinateur. Du coup, typiquement, on se retrouve avec des modèles à temps discret, des fonctions de transfert à temps discret, des espaces d'état à temps discret. Mais si on veut l'équivalent à temps continu, on peut toujours faire des conversions. En fait, la formule exacte de conversion entre une fonction de transfert à temps continu et une fonction de transfert à temps discret est celle-ci. Z égale à l'exponentielle de st où grand T est le temps d'échantillonnage. Mais la difficulté, c'est que si vous utilisez celle-ci pour convertir en fonction de transfert à temps discret en temps continu, vous aurez une fonction qui n'est pas polynomiale. Du coup, c'est pas trop pratique parce qu'on est habitué à utiliser des fonctions de transfert polynomiales pour transformer de la place. C'est pour ça que normalement on cherche à approcher cette expression-là avec des expressions polynomiales. C'est qu'on va voir tout à l'heure. Mais cette relation-là nous permet en fait de voir quelle est la relation entre des fonctions à temps discret et des fonctions à temps continu, surtout du point de vue de la stabilité et des pôles. Parce que si vous utilisez celle-là pour traduire une fonction à temps continu vers les temps discrets et vice-versa, vous aurez en fait les pôles de la fonction à temps continu qui vont dans des pôles de la fonction à temps discret. Et typiquement, si vous utilisez ces fonctions-là, toute la zone stable des systèmes à temps continu, c'est-à-dire les pôles de S, les valeurs de S qui rendent le dénominateur égal à 0 pour partir L négative, vont en fait dans le cercle unitaire. Si vous faites l'exponentielle de quelque chose à partir L négative, normalement vous avez quelque chose qui a un module inférieur à 1, c'est-à-dire le cercle unitaire. Du coup, quand vous avez des fonctions à temps discret, les fonctions à temps discret sont stables si les valeurs de z qui annulent le dénominateur, si le pôle sont dans le cercle unitaire, à différence du cas continu. Il faut juste se rappeler cela quand vous regardez des fonctions à temps discret. Voyons des exemples. Prenons une équation aux différences, comme ça peut être celle-là. X de k égale ax de k moins 1 plus u de k. On va d'abord voir comment on trouve la fonction de transfert à temps discret. Comment on fait? Tout simplement, on fait la transformée en z de tout ça. Du coup, on va appeler la transformée en z de x de k tout simplement grand X de z. Linéarité transformée en z, a multiplié x de k moins 1 sera a qui multiplie la transformée en z de a k moins x. La transformée en z de a k moins x, k moins 1, pardon, a x k moins 1 est tout simplement z puissance moins 1 x de z, c'est-à-dire la propriété de la décalage temporel, c'est qu'on a vu. Et enfin, transformer en z de u de k, u de z. Du coup, là, vous voyez, de la même manière qu'on fait ça par rapport à transformer de la place, disons, vous avez la version transformée en z de l'équation de différence, et comme pour le cas de la transformée de la place, on peut factoriser le x de z, et retrouver x de z en fonction de u de z. Et du coup, le facteur que vous avez là, le terme que vous avez là, est la fonction de transfert à temps discret, qui a des pôles et des zéros typiquement. Le pôle est a, en fait. Pour z égale à a, vous annulez le dénominateur. Du coup, on peut faire des exemples pour voir si c'est vrai que la fonction est stable si a est inférieur à 1 module. Par exemple, prenons a égale à 0. On peut tout simplement itérer cette fonction-là à partir d'une valeur initiale. On prend comme valeur initiale x0 égale à 1. Du coup, si vous itérez cette équation-là, pour a égale à 0, vous aurez tout simplement, si on prend u égale à 0, regardons ce qu'il fait, on a tout simplement x de k plus 1, x de 2, disons, égale à 0 fois x de 1. Du coup, x devient 0 et reste 0. Du coup, vous voyez, c'est quelque chose de stable. Si on prend a égale à 0,5, on commence par 0 à x de 0 égale à 1, ensuite vous aurez x de 1 égale à 0,5,
ensuite la moitié encore, etc. Du coup, il converge vers 0 encore. Si vous avez a égale à moins 0,5, vous aurez encore, con condition initiale, x de 0 égale à 1, choisi de manière arbitraire, je répète. Du coup, au pas suivant, vous aurez moins 0,5, au pas suivant encore 0,25, et ensuite, vous aurez encore quelque chose qui converge vers 0, même s'il change de signe à tous les étapes. Si vous prenez a égale à 1, on est sur la marge de stabilité, sur la frontière du cercle unitaire. Du coup, vous voyez, en fait, x0 restera toujours le même. x0 égale à 1, ensuite on reste à 1, encore 1, parce que a égale à 1. Si vous prenez 2 ou moins 2, vous voyez que x va augmenter un module à chaque itération. Du coup, par exemple, pour a égale à 2, on commence avec 1, ensuite vous aurez 2, 4, 8, etc. Du coup, vous voyez, vous divergez et on est bien instable. Du coup, on voit bien là que le pôle, en fait, détermine encore la stabilité de la fonction de transfert avec une, disons, condition initiale d'une impulsion, un U. Mais la différence, c'est qu'on ne va pas regarder la partie réelle du pôle, mais plutôt son module, qui doit être inférieur à 1 pour avoir la stabilité. Revenons sur la conversion discret vers continu et continu vers discret. Certains de vous pourraient avoir vu dans des cours de traitement de signal le théorème de Shannon qui dit que la conversion continue vers discret a du sens seulement si la fréquence d'échantillonnage est au moins le double que la plus grande fréquence des composantes spectrales du signal qu'on est en train d'échantillonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un signal qui contient des sinus à haute fréquence, il faut échantillonner au moins 2 fois pendant chaque période de ce sinus pour ne pas avoir des composantes spectrales fictives qui apparaissent dans le signal échantillonné. Ou sinon, pour faire plus simple, pour ne pas avoir des fausses composantes dans le signal échantillonné. Tout ça, on peut le transposer aussi sur la conversion continue discrète des systèmes, c'est-à-dire des fonctions de transfert à Laplace vers transformer en Z. Pour faire bref, plutôt que regarder les composantes spectrales, là on regardera les pôles de la fonction. Et du coup, disons, si vous avez des pôles dans une fonction de transfert à Laplace, il faudra s'assurer que les temps d'échantillonnage soient suffisamment petits de manière à pouvoir capturer de manière précise cette composante spectrale. Typiquement, il faudra que le temps d'échantillonnage soit tel d'avoir une fréquence d'échantillonnage soit au moins 2 fois plus grande que le plus grand pôle que vous avez dans la fonction de transfert. Plus ou moins ce qu'on écrit ici. Aussi, question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'on peut tracer un diagramme de Bode, un diagramme de Nichols-Black pour un système échantillonné, pour une fonction de transfert en Z? Bien sûr, avec la fonction, avec la conversion exacte qu'on a vu tout à l'heure. Vous écrivez tout simplement que Z égale à E de J oméga T, et un ordinateur peut tracer les diagrammes sans problème. Et là, vous voyez en fait que le diagramme typiquement s'arrête à la fréquence de Shannon. Il n'y a pas de sens d'aller au-delà de ça. Du coup, ce qu'on disait, on ne peut pas utiliser toujours la fonction et la transformer précise, la conversion précise entre Z et S. Ce qu'on fait normalement, c'est d'utiliser des expressions polynomiales ou rationnelles que vous avez ici, qui correspondent en fait aux différentes manières de faire des intégrales numériquement. Vous avez en fait l'équivalent de la transformation d'Euler, que vous avez ici. Du coup, pour passer de S vers Z, vous remplacez S avec cette expression-là, ou sinon 1 sur S avec celle-là. Et aussi, vous avez la transformation d'Euler à l'arrière, celle-là si vous voulez, et sinon la plus détaillée, disons, la plus précise pour ordre 1, disons, et la transformation de Tasting qui représente en fait l'intégration par trapèze. Du coup, tout ça, c'est pour vous dire de manière simple que vous avez des fonctions à temps discret qui peuvent décrire des équations différentes, qui en fait sont des approximations des équations différentielles. Et vous avez la manière de passer de l'une à l'autre. Là, vous avez les formules, si vous voulez, mais en fait, ce qu'on fera dans la pratique,
on s'appuiera sur MATLAB, sur l'outil numérique, pour pouvoir passer d'une fonction de transfert à temps discret à une fonction de transfert à temps continu si on a besoin. Et l'autre chose qu'on a vu qu'il faut se rappeler, c'est que les deux se rassemblent. La fonction de transfert à temps continu est une fonction rationnelle en S, celle à temps discret c'est une fonction rationnelle en Z, et ils ont des pôles et zéros. La stabilité dans les deux cas dépend des pôles, mais pour la transformer en Z, pour les fonctions de transfert à temps discret, ce n'est pas le même critère qu'on a vu pour les fonctions, disons, à temps continu. Du coup, au lieu de regarder la partie réelle des pôles, on regarde plutôt le module. Enfin, nous pouvons aborder le procédé, disons, le processus d'identification. La démarche générale, normalement, est sur 4 étapes. La première étape, bien sûr, l'étape préalable, c'est d'avoir un phénomène, un procédé pour lequel on veut écrire un modèle et pour lequel on est capable d'injecter un signal, d'enregistrer ce signal injecté d'entrée et d'enregistrer la sortie. Alors, le premier choix qu'il faut faire, c'est la structure du modèle qu'on va utiliser. Du coup, typiquement, ce sera un modèle de quel ordre? On va utiliser une boîte noire, une boîte grise, si on connaît un petit peu de la physique. Est-ce qu'il y aura un bruit qui agit sur ce modèle, etc. Une fois qu'on a choisi ça, bien sûr, ce sont des choix qui peuvent être arbitraires, surtout à la première itération. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la définition du protocole d'expérimentation. Typiquement, il faut choisir le type de signal d'entrée, le temps d'échantillonnage, la durée de l'expérience et si on va la répéter, etc. Une fois qu'on a ça et on a enregistré les données, on a exécuté l'expérience et on a enregistré les données, on a Y, U et T, disons les temps d'échantillonnage, il y a la partie algorithmique, l'identification proprement dite, c'est-à-dire on lance un algorithme numérique qui permet de retrouver un modèle sous forme fonction de transfert, par exemple, espace d'état, à partir de ces données expérimentales. Et une fois qu'on a ces modèles, il faudra bien sûr le valider pour s'assurer qu'il soit significatif, qu'il marche bien, et qu'il ne soit pas issu de quelques erreurs d'une manière ou de l'autre. Et bien sûr, ce processus-là peut être répété plusieurs fois et raffiné de manière à converger vers un résultat de plus en plus précis, de plus en plus intéressant. Pour ce qui concerne la structure des modèles, on a déjà regardé au début du cours, dans la première slide, en fait, quelles sont les possibilités. On va regarder un peu plus en détail. Si on se concentre sur l'approche boîte noire, on fait l'hypothèse d'avoir juste des fonctions de transfert ou de l'espace d'état. Et les données à l'entrée du problème seront le signal d'entrée du système qu'on a déjà enregistré, qui sera tout simplement un vecteur de durée donnée n, avec toutes les données à l'entrée. Vous aurez aussi sortie enregistrée, qui sera encore un vecteur. Et attention, en principe, U et Y sont aussi des vecteurs de leur côté, si vous avez plusieurs entrées et plusieurs sorties. Ensuite, il faudra aussi peut-être postuler l'existence d'une perturbation ou d'une erreur, disons, d'un signal de perturbation qu'on appellera E. En général, on va faire l'hypothèse que ce soit un bruit blanc gaussien à moyenne nulle. Et il faudra aussi collecter dans un vecteur qu'on appellera θ tous les paramètres à identifier. Typiquement, si vous prenez une fonction de transfert, les paramètres à identifier seront les coefficients de chaque puissance de z dans le numérateur et dans le dénominateur. Et dans les modèles espace d'état, ils seront les entrées des matrices ABCD. Pour les fonctions de transfert, normalement, on se réfère à des modèles standards que vous avez ici listés. Normalement, ce qu'on regardera, nous, sera plutôt le FIR et le ARX. Du coup, le modèle de type FIR, ça veut dire Finite Impulse Response, sont des modèles où Y peut être écrit en fonction de U et de la perturbation de cette manière-là. B, c'est quoi? C'est un polynôme de Z-1 qui dépend d'un paramètre θ, c'est ce qu'on disait, les paramètres identifiés. Du coup, vous avez pas de dénominateur ici, ça veut dire que Y, en fait, si vous faites la transformée inverse de Laplace, Y est une fonction des valeurs décalées, des valeurs antécédentes de U.
Du coup, c'est pour ça que c'est finite impulse response. C'est-à-dire chaque valeur de y peut être déterminée en fonction d'un nombre fini de valeurs précédentes de u. Et si à un certain moment u devient 0, après un nombre fini d'échantillons, y sera aussi 0, dans le cas évidemment où e égale à 0. Sinon, l'autre modèle qu'on utilise souvent, c'est celui qu'on appelle ARX, ça veut dire Auto-Regressive Exogenous Model. Et on peut l'écrire de cette forme-là. Là, vous avez B et A qui sont deux polynômes aussi en Z. Et en fait, là, vous avez Z moins 1 au dénominateur. Du coup, si vous enlevez ce dénominateur, ça va multiplier Y. Ça veut dire que Y autant K sera fonction aussi d'Y autant K-1, K-2, etc. C'est ça que ça veut dire modèle autorégressif. Et ensuite des autres. Du coup, là vous voyez le dénominateur sur le modèle ARX est le même. Vous avez A ici et A ici aussi. Pour le modèle Armax, vous avez un numérateur aussi pour E qui peut en fait tenir compte de la possibilité d'avoir des bruits colorés. Ensuite, on a les modèles dits de output error qui sont modélisés comme ça. Vous avez un numérateur et un dénominateur pour U et rien sur E, et le modèle plus général est celui qu'on appelle le Box-Jenkins, où chaque polynôme est indépendant des autres. Alors, venons à la partie 2 de la démarche. C'est une fois qu'on a choisi le type de modèle, on est censé créer l'expérience, déterminer l'expérience. Du coup, la chose importante pour l'expérience, c'est que le signal d'entrée ne peut pas être quelconque, mais il devait être suffisamment riche de manière à pouvoir exciter toutes les dynamiques du système qu'on veut modéliser. Et cette richesse, on la quantifie avec une notion qu'on appelle persistance de l'excitation. Qu'est-ce que c'est la persistance de l'excitation? La définition est un peu compliquée et vous l'avez ici de manière rigoureuse. Du coup, imaginez d'avoir votre signal U de K. Vous l'utilisez pour remplir une matrice de cette manière. Du coup, vous prenez U à commencer de 0, vous mettez un vecteur jusqu'à n-1 de vos U, et ensuite vous répétez l'opération pour la colonne à côté en faisant un décalage de 1 vers le haut. Et vous continuez. Du coup, là, imaginez U de 2 jusqu'à U de n plus 1, etc., etc. Vous le faites n fois, n grand fois. Vous mettez une valeur suffisamment grande de n. Alors, la définition, c'est que le signal est dit persistant est de persistance d'excitation d'ordre n si cette matrice, qui a n lignes, est de rang plan. Du coup, si il y a au moins, si toutes les lignes sont indépendantes, ou s'il y a au moins n colonnes indépendantes. En fait, cette définition peut être interprétée de cette manière-là. Un système d'ordre n ne peut être identifié qu'avec un signal d'entrée avec persistance d'excitation au moins d'ordre n. Et de la même manière, on peut aussi dire qu'un signal donné U est persistant d'excitation d'ordre n si il pourrait être la sortie naturelle, disons, la sortie sans entrée d'un système du même ordre. Voyons des exemples. Là, vous avez un sinus, c'est un signal de persistance d'excitation d'ordre 2. Vous pouvez le vérifier si vous voulez en calculant la matrice. La matrice, par contre, qui s'appelle de Hankel, je n'ai pas dit ça, vous vous rappelez, la matrice dite Hankel, c'est la structure, disons, avec les colonnes décalées d'une valeur sur chaque colonne. Et du coup, pour un sinus comme celui-là, un sinus pur, vous avez une persistance d'excitation d'ordre 2. En fait, ça veut dire que si vous devez identifier un système d'ordre 2, il sera suffisant. Si vous devez identifier un système d'ordre 4 ou 3, il ne sera pas suffisant à vous donner une estimée significative. Et aussi, ce que je disais tout à l'heure, un système d'ordre 2 peut avoir comme sortie sans entrée, sortie pour entrée nulle, peut avoir un sinus en sortie. Du coup,
vous pouvez identifier que ce signal-là est bien un système de persistance d'excitation de ordre 2. Si vous avez un signal comme celui-là, qui est en fait la somme de deux sinus, la persistance d'excitation est 4. En fait, il faut un signal avec il faut un système avec deux oscillateurs pour pouvoir avoir deux sinus à la sortie. Du coup, en fait, deux oscillateurs 2 fois 2, ordre 4. Et un signal de ce type-là permet d'identifier de manière correcte des systèmes d'ordre jusqu'à 4. Ensuite, si vous avez un signal aléatoire du bruit comme ça, la persistance d'excitation tend vers infini, très élevé. Parce qu'en fait, un signal, un bruit blanc, si vous vous rappelez, est un signal qui a un spectre continu. Il a des fréquences partout. Son spectre est à tous les fréquences. Du coup, la persistance d'excitation peut être assez élevée. Et aussi, un échelon comme celui-là a la même propriété. Du coup, un signal en échelon est un signal persistant très bon, avec une persistance d'excitation d'ordre élevé. Et encore mieux si vous mettez la somme de plusieurs échelons, du coup, des signaux qui montent et descendent entre un max et un min, c'est encore mieux du point de vue pratique. Question pour vous, si vous avez compris, un exponentiel décroissant comme celui-là, quelle sera sa persistance d'excitation? Je vous laisse le temps de réfléchir, vous pouvez arrêter la vidéo et réfléchir à ça, et la solution va arriver dans quelques instants. 3, 2, 1. Persistance d'excitation ordre 1, en fait, comme on disait, un exponentiel de ce type-là peut être la sortie d'un système dynamique d'ordre 1, du coup, excitation ordre 1. Du coup, phase 3, l'algorithme d'identification. On va voir deux différents types d'algorithmes selon le choix qu'on fait. Si on regarde les méthodes de type basées sur des fonctions de transfert, qui sont plutôt adaptés à des systèmes single input, single output, une seule entrée, une seule sortie. Ou sinon, on regardera une autre méthode pour les systèmes à un espace d'état, qui sont plutôt adaptés à systèmes multi-entrées, multi-sorties. Du coup, pour les systèmes entrée-sortie avec une seule entrée, une seule sortie, CISO, disons, les algorithmes d'identification plus utilisés sont ce qu'on appelle les algorithmes de type prediction error ou erreur de prédiction. Du coup, là, imaginez d'avoir choisi votre fonction de transfert, votre type de fonction de transfert, comme on a dit tout à l'heure. Le problème, c'est de retrouver en fait le jeu des coefficients de la fonction de transfert qui mieux approche la relation entrée-sortie pour les données qu'on a. Et en fait, le principe des modèles des méthodes d'erreur prédiction est celle-là. Une fois qu'on a écrit la fonction de transfert choisie, on peut toujours écrire la valeur de y à l'instant k en fonction de tout ce qui s'est passé jusqu'à l'instant k-1. On l'écrit comme ça. Et en fonction de θ aussi, qui sont à déterminer. Du coup, à l'instant donné k, vous avez votre fonction de transfert. Si vous imaginez connaître toutes les entrées et toutes les valeurs de la sortie y aux instants précédents, avec cette formule-là, vous pouvez retrouver ce y chapeau-là, bien sûr, qui est fonction des θ, qui est fonction des coefficients de la fonction de transfert. Cela est la prédiction de la sortie à l'instant k en fonction de tout ce qui s'est passé avant, disons. Fonction des entrées jusqu'à l'instant k ou k-1, des sorties jusqu'à l'instant k-1 et du paramètre. Du coup, comme on a déjà effectué l'expérience, on connaît la valeur de y à l'instant k, on peut écrire l'erreur qu'on a fait, c'est-à-dire on peut écrire la différence entre ce y chapeau-là à l'instant k et y mesuré à l'instant k. Et tout ça, on l'appellera epsilon, et celui-là aussi dépend de θ, bien sûr, parce que y chapeau dépend de θ. Du coup, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut trouver la valeur de epsilon
qui minimise la norme de tous les vecteurs, disons, de tous les erreurs à tous les instants. Si j'appelle epsilon de θ sans la k, imaginez les vecteurs de tous les erreurs, du coup, epsilon θ1, epsilon θ2, epsilon θ3, etc. jusqu'à n, grand N. Je prends la norme de ces vecteurs-là, je voudrais minimiser cette norme, que vous pouvez voir écrite comme ça. Du coup, le θ optimal, le θ étoile, est celui qui minimise ce coup-là. Okay? Ça semble raisonnable, évidemment. Du coup, si vous minimisez ce coup-là, vous avez en fait les paramètres qui mieux permettent d'approcher vos signaux enregistrés avec la fonction de transfert choisie. Du coup, dans ce tableau-là, je reprends tous les modèles possibles et pour chacun de ces modèles, vous pouvez écrire en fait la fonction de transfert, la fonction aux différences et aussi vous pouvez écrire la fonction de l'estimé y chapeau. Tout simplement, une fois que vous avez votre fonction, l'y chapeau est obtenu en mettant tout ce qui est connu à l'intérieur. Par exemple, dans le cas du FIR, pour y de k, vous connaissez tous les y aux instants précédents, qui ne sont pas importants là. Vous avez tous les u, du coup là on connaît, plus l'erreur. L'erreur, on ne le connaît pas, l'erreur, la perturbation, disons. On ne le connaît pas, du coup on met 0. Du coup l'estimateur, disons, le prédicteur est y de chapeau égale à b0u de k, plus, etc., plus 0. Pour l'Irex, égal, vous avez y de k plus A1, y de k moins 1, etc., égale à B0, U de k, plus, etc., plus erreur de k, plus perturbation autant k. Écrire le prédicteur, y autant k, égale à, on ramène ça de l'autre côté, moins A1, y de k moins 1. Tous les k précédents sont connus, tous les U de k sont connus, et E n'est pas connu, du coup, on met tout simplement 0. Et de la même manière, on peut faire pour les autres modèles, pour les autres types de modèles. Alors, voyons un peu plus en détail pour le FIR, ce que ça veut dire. Par exemple, ordre 2, quand l'équation est celle-là, y en fonction des U à l'instant précédent et à l'instant donné, disons, et de la perturbation. Les inconnus sont lesquels? Sont les coefficients du numérateur, disons, qui multiplie U. Du coup, en fait, B0, B1 et B2 pour cette fonction de transfert. Et le prédicteur, c'est quoi? C'est Y chapeau de K autant K déterminé sur la base de K-1. Disons, tout ce qu'on connaît, on le garde. Du coup, UK a été mesuré à l'instant K, UK-1 a été mesuré, UK-2 a été mesuré. La perturbation n'est pas mesurée et les paramètres sont bien sûr à déterminer. Du coup, l'erreur à l'instant K, l'erreur d'estimation à l'instant K, sera ça, qui est Y autant K, Y estimé autant K, moins Y autant K. Voilà. Qu'on peut écrire sous cette forme-là. Et qu'en fait, on peut écrire sous forme vectorielle, comme le vecteur θ, qui est B0, B1, B2, qui multiplie les trois valeurs de U à ces instants-là, moins Y de K. Et si vous répétez cette opération pour chaque valeur de K, pour avoir les vecteurs epsilon de θ, du coup epsilon de K, de K-1, K-2, etc., vous vous retrouvez avec cette expression matricielle que vous trouvez ici. Du coup, là, cette matrice, en fait, ce n'est rien d'autre que la combinaison de toutes les lignes de cette expression-là, répétée, décalée sur toutes les valeurs de K qu'on considère. Et là, pareil, quand vous passez de K à K-1, vous aurez Y de K, Y K-1, etc. Et là, vous avez le décalage. Et en fait, si vous apercevez ça, c'est la matrice de Hankel dont on parlait tout à l'heure par rapport à la persistance d'excitation. Et en fait, voilà, tout ça peut être écrit sous cette forme-là. Ça, c'est la matrice de Hankel, ça, c'est le vecteur d'Y, et ça, c'est l'erreur. L'erreur est linéaire par rapport à θ. Du coup, on minimise cette erreur avec la solution au moindre carré, qui peut être écrite sous cette forme-là, ou sinon, cette matrice-là, l'envers de U transpose U
multiplié par U transpose, et aussi la pseudo-inverse au sens de Moore-Penrose de U. Et en fait, cette pseudo-inverse existe, si vous voulez, si et seulement si cette inverse existe, et l'inversion n'est possible seulement si la matrice U FIR est de rang plein, ce qui justifie en fait la définition de la persistance d'excitation. Du coup, dans notre cas, on a besoin d'avoir une persistance d'excitation suffisamment grande, d'ordre 3 en fait, pour pouvoir faire cette inversion-là. Et continuons par exemple sur l'ordre ARX n égale à 2, sur l'exemple de ARX d'ordre 2. L'équation est celle-ci. Cette fois, on a le dénominateur aussi, du coup, vous avez aussi les paramètres du dénominateur, qu'on appelle A1 et A2. Du coup, on a 5 inconnus. À l'instant K, tout est connu sauf Y de K et E de K. Du coup, on peut écrire le prédicteur sous cette forme-là, en fonction de Y de K-1, Y de K-2, U de K, U de K-1 et U de K-2. Et l'erreur d'estimation est la différence entre le prédicteur et Y de K. Et si vous écrivez tout ça, vous pouvez regarder les calculs en détail. Si vous en avez l'envie, regardez les slides ensuite ou arrêtez la vidéo pour faire les calculs. Vous vous retrouvez avec cette expression là du vecteur de l'erreur. Et vous voyez dans la matrice là, on a aussi Y qui apparaît. Encore une fois, cette expression est linéaire et la fonction de coût est minimisée si on prend la solution au sens de moindre carré. Et encore une fois, la solution existe si, disons, une condition suffisante pour que la solution existe est que le signal soit suffisamment excitant. On pourrait se poser la question pourquoi ici l'ordre est 2, mais on a besoin d'une persistance d'excitation d'ordre 3. C'est dû au fait qu'on a mis sur l'expression aussi la Y de K qui dépend de U de K. Il n'y a pas de décalage temporel celui-là. Si on assume que B0 égale à 0, ordre 2 serait suffisant pour déterminer un système d'ordre 2. Excitation d'ordre 2 serait suffisante pour déterminer un système d'ordre 2. Voilà. Enfin, voyons un exemple où c'est un peu plus compliqué, un modèle de type output error. Alors l'équation est beaucoup plus compliquée. Là, vous avez en fait le dénominateur qui se retrouve ici, et vous avez aussi en fait un numérateur sur le E. En fait, vous avez un bruit qui n'est pas forcément blanc dans la manière qui rentre dans l'équation, et du coup l'expression a des coefficients sur E aussi. Alors là, si on fait les calculs, je vous laisse regarder si vous en avez l'envie, mais c'est pas nécessaire de voir le détail. La chose qui intéresse, c'est qu'à la fin, l'estimateur, le prédicteur, il est en fait non linéaire. Vous voyez en fait l'estimé de Y chapeau dépend de produit de paramètres. Vous avez F1 et B0 multipliés. Du coup, ce n'est plus une expression linéaire des paramètres. Et du coup, ce n'est pas possible d'écrire une solution au sens de moindre carré. En fait, c'est un problème d'optimisation non convexe. Trouver le minimum de la fonction de coût par rapport à θ, c'est un problème d'optimisation non convexe qui est, disons, difficile à résoudre, disons, il est plus problématique à résoudre parce que ça risque de donner comme solution des minima locaux qui ne sont pas optimaux au sens général. Du coup, si on fait le résumé de tous les modèles qu'on a, les seuls qui sont convexes, qui sont des problèmes qui engendrent des problèmes d'optimisation convexe sont le FIR et le IREX. Tous les autres sont non convexes, surtout le dernier qui en fait c'est un cadre d'optimisation de modèles non linéaires. Tous ces modèles-là, sauf le dernier, sont des modèles linéaires. Celui-là, c'est des modèles non linéaires, strictement non linéaires.
Et du coup, ça donne tous les problèmes, sauf les premiers deux, donnent lieu à des problèmes d'optimisation non convexes. Par contre, ça veut pas dire qu'on ne peut pas les faire, hein, c'est juste qu'il faut faire un peu plus d'attention à prendre le résultat avec un minimum d'esprit critique, parce que on n'est pas forcément sûr que ce soit le meilleur résultat. MATLAB, il gère tout ce type de modèles sans trop de problèmes, bien sûr, si les fonctions de transfert ne sont pas d'ordre très élevé. Juste pour rappel, hein, qu'est-ce que ça veut dire optimisation convexe et optimisation non convexe? Optimisation convexe, c'est chercher le minimum d'une fonction qui a un seul minimum comme celle-là que vous voyez. Du coup, n'importe quel algorithme de minimisation va converger vers le fond de la cuvette. Si vous avez un problème d'optimisation non convexe, vous avez plusieurs minima un peu partout. Et du coup, si vous commencez votre optimisation à un certain point, vous tomberez dans un certain optimum. Et si vous commencez d'un autre point, vous tomberez dans un autre. Du coup, disons, la solution finale est dépendante de la condition initiale qu'on a choisie. Et du coup, on ne peut pas être sûr de la qualité du résultat. Pour conclure avec les algorithmes d'identification de type prédiction, erreur ou erreur de prédiction. Alors, le résultat est bien sûr pas parfait et il sera meilleur si les expériences sont plus longues. Théoriquement, l'erreur devient plus petite si on a de plus en plus de données. L'ordre des modèles doit être suffisamment grand, mais pas trop. On risque sinon le phénomène de l'overfitting, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir un modèle qui prend en compte aussi le cas particulier du bruit qu'on a eu pendant l'expérience. C'est qu'on veut éviter. On ne veut pas avoir le modèle du bruit à l'intérieur du modèle du procédé. Du coup, il faudra faire peut-être des essais, plusieurs essais, pour trouver un compromis sur l'ordre des modèles. C'est qu'on va faire typiquement pendant les TD de ce cours. Le modèle du bruit aussi a une importance. Vous avez vu dans la liste des fonctions de transfert qu'on peut choisir qu'il y a des différentes fonctions de transfert aussi pour le bruit, pour la perturbation. Vous avez des cas où la perturbation rentre dans Y directement avec une somme, ou sinon à travers une fonction de transfert aussi. Et cette situation-là décrit le cas où les perturbations sont des bruits colorés. Ça, c'est plutôt du bruit blanc. Du coup, tenir compte aussi de ce modèle permet de réduire les erreurs typiquement, permet de réduire ce qu'on appelle le biais du modèle. Si le procédé, si le système est déjà contrôlé, est déjà en boucle fermée, il faut utiliser des méthodes spécifiques dont on n'a pas le temps de parler, mais il faut tenir compte de ça. Et enfin, on a vu que pour certains cas, l'optimisation est non convexe. Du coup, il faut être attentif dans ces cas particuliers à tenir compte que le résultat pourrait être un minimum local et pas forcément l'optimum global. Du coup, il faudra faire attention à la validation du modèle ensuite. Venons maintenant à la deuxième classe d'algorithmes d'identification, c'est que je vais appeler les méthodes par sous-espace, qui permettent de retrouver des modèles en espace d'état à temps discret typiquement. Alors, on n'a pas le temps d'aller dans les détails de comment ces méthodes marchent, mais je vous donne quand même un aperçu des idées qui sont derrière. Et le principe qu'il y a derrière, c'est que la réponse libre, c'est-à-dire la réponse d'un système linéaire dynamique à temps discret, ou même à temps continu, mais disons à temps discret, est contrainte d'un sous-espace qui est déterminé par les matrices, par la dynamique du système. Et typiquement, si vous avez un système d'ordre n, cette réponse, si on la trace dans un espace à plusieurs dimensions, comme je vais faire tout à l'heure, cette réponse sera toujours contrainte à avoir une dimension géométrique de même que l'ordre du système. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Du coup, cette observation permet d'avoir une idée de quelle est la dimension du système et ensuite permet de retrouver les matrices du système. S'il y a des entrées, du coup, si la réponse n'est pas la réponse libre, mais c'est la réponse suite à une entrée, il y a la possibilité de faire une projection géométrique qui permet de retrouver la réponse libre et du coup de retrouver la dimension du système. Du coup, ce qu'on cible, ce qu'on cherche à retrouver, ce sont des systèmes en espace d'état de ce type-là, à temps discret, qu'on pourra ensuite, bien sûr, avec les mêmes procédés qu'on a vu tout à l'heure,
convertir à temps continu et retrouver du coup les formes plus communes auxquelles on est plus habitué à travailler. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire l'histoire de la dimension? Voyons un exemple. Un exemple d'un système d'ordre 1, système à temps discret d'ordre 1. Vous avez juste la matrice A qui dégénère sur un scalaire, 0.8. On ne considère pas d'entrée parce qu'on regarde la réponse libre, du coup U égale à 0. Et la sortie est égale à l'état, le seul état, quoi. Du coup, si on trace la réponse de ce système pour des valeurs initiales aléatoires, on trouve ce dessin-là, pour différents cas initiaux. Et si on trace sur un dessin en 3D pour chacune de ces réponses la valeur d'y à un instant donné sur une coordonnée, la valeur d'y à l'instant précédent, yk-1, et la valeur d'y à l'instant k-2, on retrouve ça. On va le voir en 3D. Cette figure-là, en fait, si on la fait tourner, on voit bien que tous les points sont concentrés sur une droite. Ce qui ça veut dire en fait que c'est une figure de dimension 1, qui se retrouve dans un espace à dimension 3. Du coup, vous voyez, la dimension 1 est en fait la dimension, l'ordre du système, c'est ce que je disais au début. On peut faire un autre exemple, on a un système d'ordre 2. Du coup, X a deux entrées, deux composantes. La sortie est encore un scalaire. On fait le même dessin sur le même principe. On prend des conditions initiales aléatoires. Du coup, on trace Y en fonction du temps. Et on retrouve ça. Et si on trace Y dans l'espace à 3 dimensions de cette manière-ci, avec YK, YK-1 sur l'autre coordonnée, YK-2 sur l'autre, on s'attend de retrouver cette fois en figure à dimension 2. Parce que l'image est de dimension 2 et en fait on retrouve celle-là, pardon. Vous voyez, c'est bien sur un plan, et ensuite il y a un autre exemple qu'on a vu tout à l'heure, c'était celui-là, encore un système d'ordre 2 et toutes les trajectoires sont sur le même plan, du coup sur une figure de dimension 2. Okay? On peut regarder cet exemple-là aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on ajoute à un des exemples précédents une entrée? Vous voyez, j'ai ajouté la matrice B ici et l'entrée UK. Ce qu'on a, c'est que la figure n'est plus sur le plan. Du coup, si on rentre ça dans l'espace tridimensionnel, à cause de la présence de l'entrée, la trajectoire est perturbée, vous la voyez bien ici, et elle ne se retrouve plus sur un plan. Disons, elle est proche d'un plan, mais pas sur le plan. Ça dépend aussi de l'intensité de l'entrée. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en fait récupérer la réponse libre avec ce qu'on appelle l'équation des données, la data equation. En fait, si on réitère plusieurs fois l'équation de la dynamique, c'est-à-dire vous savez très bien que l'équation est celle-là, celle-ci. Du coup, à l'instant k plus 1, on peut écrire x en fonction de k, x de k et u de k. À l'instant k plus 2, on pourra écrire x en fonction de k plus 1, mais même x en fonction de k et u de k, etc., etc. Si on fait tout ça, on arrive à cette équation, qui est une équation redondante, où en fait on peut écrire tous les vecteurs y en fonction de la condition initiale, qui est décalée avec le temps, des matrices qui se retrouvent là, et des entrées. Vous pouvez la vérifier entrée par entrée, cette équation. On va la voir en tout cas une version réduite dans le TD. Du coup, cette équation-là, ici, on retrouve une matrice de Hankel avec Y. Ici, c'est la matrice d'observabilité étendue, on l'appelle. En fait, ça ressemble beaucoup à la matrice d'observabilité, si vous regardez. Ce vecteur-là, c'est un vecteur de condition initiale. La variable n, le nombre n majuscule, est arbitraire. Il faut que ce soit suffisamment grand pour avoir suffisamment de colonnes pour ces matrices-là. Cette matrice-là, c'est juste une matrice qui dépend de la dynamique du système. Vous voyez, c'est l'impact de l'entrée sur la sortie. Et là, ce sont les différentes entrées mises encore dans une matrice de Hankel de taille déterminée par le grand n. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Si
on reprend cette équation-là, on peut l'écrire de forme compacte ici, comme ça, tout simplement en remplaçant l'expression des matrices avec les symboles qu'on a choisis. Et en fait, il existe une projection donnée par cette matrice-là, qu'on appelle pi ici. Et cette matrice, en fait, permet d'enlever l'effet de l'entrée. Parce qu'il s'avère que U multiplié par pi égale à 0. Mais le reste, non. Du coup, vous voyez là, Y, vous avez la composante de la condition initiale, la réponse libre, plus la composante due à l'entrée. Si on multiplie à droite par pi, on va enlever cette composante-là. Et on se retrouve tout simplement que Y multiplié par pi, que j'appelle Y', égale à cette partie-là seulement, du coup la matrice d'observabilité multipliée par x, multipliée par pi. Alors le détail de pourquoi tout ça marche, c'est pas important, c'est juste le principe qu'il y a derrière. Et du coup, si on affiche ce y-là dans l'espace à 3 dimensions, y', on retrouve en fait la figure encore dans le plan. Et c'est-à-dire que là, cette figure-là ne dépend que de la dynamique du système et pas de l'entrée. Et du coup, à partir de cette figure-là, de ces données-là, de l'y', si vous voulez, on est capable de retrouver la matrice A du système. Du coup, cette matrice-là, normalement, on la retrouve en faisant une décomposition aux valeurs singulières. Du coup, on réécrit cette équation-là comme le produit de deux matrices orthogonales U et V, et une matrice diagonale sigma au milieu. Si vous ne connaissez pas ce que c'est la décomposition aux valeurs singulières, vous pouvez aller la regarder sur Internet, sur Wikipédia. En tout cas, disons pour faire simple, c'est une généralisation de la décomposition aux valeurs propres qui permet de recréer une matrice sous cette forme-là. Et la matrice sigma, c'est la matrice qui contient la généralisation des valeurs propres sur la diagonale qu'on appelle les valeurs singulières. Du coup, certaines de ces valeurs singulières seront à 0 et certaines seront non à 0. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, une fois qu'on a cette matrice-là, imaginez d'avoir une matrice, on ne connaît pas O, X et Pi. En fait, cette matrice, cette décomposition permet de retrouver les composantes, en fait, d'une manière ou de l'autre. Du coup, sur U, vous pouvez faire l'hypothèse de retrouver la matrice O, la matrice d'observabilité qui a cette expression-là. Du coup, à partir de cette matrice-là, qui contient C sur la première entrée, si vous voulez, et CA, CA au carré, etc., avec un autre problème de moindre carré, on peut retrouver la matrice A tout simplement en découpant la première partie de cette matrice, qui sera égale à la deuxième partie si on la multiplie par A. Vous voyez, cette partie-là multipliée par A vous donne la deuxième partie. Et voilà. Du coup, ça, on peut le retrouver tout simplement en multipliant par la pseudo-inverse de celle-ci. À la gauche de celle-là, on retrouve la matrice A. Et ensuite, il y a des manières aussi pour retrouver les matrices B, C et D. Alors, juste pour comprendre ce qu'on fait. Tout ça est codé dans MATLAB, on n'a pas besoin de coder l'algorithme tout seul. C'est assez compliqué, en fait, le codage, mais la chose que vous avez compris en regardant l'explication, même si c'est assez flou, c'est que ce n'est pas un problème d'optimisation, il n'y a pas d'optimisation. C'est tout simplement un calcul de type géométrique, si vous voulez, une projection et des moindres carrés. Du coup, il n'y a pas le piège, si vous voulez, de la méthode précédente. Alors, encore, précaution, source d'erreur pour ce cas-là, prévoir toujours une expérience suffisamment longue. L'ordre des modèles doit être suffisamment grand, mais pas trop. Encore, on peut voir le problème d'overfitting. Cependant, les méthodes par sous-espace, ils peuvent permettre d'avoir un aperçu de ce qui pourrait être l'ordre du modèle. Et en fait, ça revient à regarder le nombre de valeurs singulières différentes de 0 qu'on a dans la matrice sigma. Ça, c'est la manière de retrouver l'ordre. Si on ne sait pas faire ça, on peut juste faire des itérations et encore, en phase de validation, comprendre quel est le modèle, l'ordre du modèle qui donne des résultats plus intéressants. Les modèles de bruit aussi peuvent être inclus dans le procédé. On ne regarde pas comment on fait, mais sachez que c'est possible. Et aussi, pour le cas de la boucle fermée, il faudra utiliser des méthodes spécifiques. Dernier point, c'est que j'ai déjà anticipé, comme il n'y a pas d'optimisation, mais que des calculs, disons, géométriques, des calculs d'algèbre linéaire, disons, cette méthode-là n'a pas le risque de tomber sur des minima locaux. Par contre, il n'optimise rien non plus. Du coup, en fait, ce qui se passe typiquement sur MATLAB, c'est que les méthodes par sous-espace peuvent être utilisées pour trouver un premier point de départ pour lancer
une méthode basée sur l'optimisation. Il vous donne le point initial pour démarrer l'optimisation. Alors, en général, pour améliorer les résultats des algorithmes d'identification, on a vu deux classes d'algorithmes d'identification. Ce qu'on peut faire, c'est de filtrer les signaux trop bruyés. Si vous avez aussi des signaux avec des pics aberrants, des choses qui sont pas cohérents avec la mesure que vous avez, c'est probablement des signaux faux. Du coup, on peut le couper, on peut les raser, on dit le shading. S'il y a des tendances, on peut les enlever. Il y a aussi d'autres astuces qu'on peut apprendre avec la pratique dont on n'a pas trop le temps de parler. Mais disons, l'identification, c'est c'est quelque chose d'assez pratique, d'assez empirique aussi. Il faut apprendre avec la pratique quelles sont les bonnes manières de trouver les modèles. Enfin, point 4 du procédé, c'était la validation du modèle. Une fois qu'un modèle, il ne faut pas l'accepter tel qu'il est, il faut juste regarder et se rendre compte si le modèle est acceptable, il est intéressant, il est utilisable ou pas. Première question à se poser, est-ce que le modèle est stable? On regarde l'épaule par exemple, et aussi est-ce qu'il devrait l'être ou pas? Si vous connaissez les procédés, vous pouvez avoir une idée du fait que le modèle soit stable ou pas, et du coup il faudra être cohérent avec ce qu'on a trouvé. Ensuite, une autre manière intéressante d'évaluer, de valider le modèle, c'est de recréer la sortie avec le modèle trouvé et la comparer avec la sortie mesurée, obtenue avec la même entrée. Du coup, si on appelle Y chapeau la sortie recréée avec la même U que vous avez injectée pendant une expérience qui vous a donné Y sans chapeau, vous pouvez calculer cet index qu'on appelle VAF, Variance Accounted For, avec cette formule-là qui en fait vous donne une idée de la qualité du résultat. Alors si le résultat est très bon, en principe vous avez Y chapeau égale à Y, du coup vous avez VAF égale à 1, parce que là vous avez 0. Sinon, si vous avez quelque chose de différent, là vous avez une certaine valeur qui va dégrader la VAF et il va la rendre inférieure de 1. Du coup, en principe, VAF qui tombe vers 1, très bien. Si la VAF tombe vers 0, ou même ça peut être inférieur à 0, vous avez des résultats qui sont très mauvais. Du coup, il faudra normalement avoir des valeurs au moins autour de 0,6, 0,7, 0,8 pour dire que ce soit acceptable. Une manière de faire ça aussi, pour que ce soit plus intéressant, c'est de ne pas utiliser les mêmes données pour l'estimation, pour l'identification, pour trouver le modèle, que pour faire la validation. Typiquement, si vous avez un jeu de données, on le coupe en deux et on garde une partie pour l'algorithme d'identification, par exemple une moitié ou 2/3 vous le donnez à l'algorithme d'identification et le reste de l'expérience vous le gardez pour la validation. De cette manière-là, en fait, vous n'utilisez pas les mêmes données pour faire la validation et l'identification en même temps, ce qui vous donne des résultats qui sont plus intéressants parce que vous validez en fait votre modèle sur des nouvelles données, ce qui est plus intéressant que les valider sur les mêmes données que vous avez utilisées pour les trouver. Okay. En tout cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a toujours des évaluations à faire cas par cas et l'identification du système en fait peut être considérée comme un véritable art. On arrive enfin aux conclusions. Du coup, ce qu'on a vu pendant ces cours, il existe des méthodes numériques systématiques qui permettent d'identifier, c'est-à-dire de trouver un modèle dynamique sous forme de boîte noire à partir des données. Boîte noire, ça veut dire qu'on ne fait pas d'hypothèse sur la physique du problème, on ne le connaît pas du tout. Ces méthodes sont génériques et se basent sur plusieurs hypothèses qui vous permettent de choisir le type de modèle, le type de bruit, etc. On a vu deux catégories principales de ces méthodes. Les méthodes dites d'erreur de prédiction qui s'appuient sur une optimisation qui peut être convexe ou pas, et les méthodes de sous-espace qui sont basées sur des calculs d'algèbre linéaire, typiquement plus adaptés pour les systèmes à plusieurs entrées et plusieurs sorties. Les deux catégories sont complémentaires en fait, et on a vu que les méthodes par sous-espace peuvent être utilisées aussi pour trouver une première valeur, un premier point de départ pour l'optimisation dont on a besoin pour les méthodes erreur de prédiction. Du coup, la démarche complète d'identification inclut le choix du signal d'entrée, qui doit vérifier la condition de la persistance d'excitation, et après, toutes les bonnes pratiques liées à l'expérience, à l'expérimental, pré-traitement du signal, préparation du signal, filtrage et validation du modèle sur
sur l'expérience encore, préférablement pas sur les mêmes données qu'on a utilisées pour trouver ces modèles. Et ensuite, il y a de nombreuses astuces pratiques qu'on peut apprendre avec la pratique en fait pour améliorer toujours le résultat. Merci de votre écoute et il reste les TD à voir où on comprendra un peu mieux ce qu'on peut faire dans la pratique avec ces méthodes-là.